Merci de nous retrouver, mesdames et messieurs. Vous regardez donc Appel sur le continent sur Afrique Média. Le forum Chine-Afrique nous intéresse ce soir les relations entre le continent noir et bien sûr le puissant asiatique. On en parle dans cette édition rapidement. Ceux qui vont nous accompagner dans le cadre de cette autre édition d'Alvarez Goudjou, ici sur le plateau avec moi. Bonjour, bonsoir. Bonjour Manuela Cité, bonjour aux centaines de millions de téléspectateurs de la chaîne panafricaine Afrique Média. Un bonjour particulier à tous les techniciens qui font un travail remarquable, sans qui on ne peut pas avoir le rendu du travail que vous faites sur le plateau dans les foyers. Et un bonjour particulier à tout ce personnel qui est derrière, que ce soit la diffusion, que ce soit la technique, et qui font beaucoup de travail. Merci à vous, Delbaris Goudjou. On aura également d'autres invités à partir du lien Zoom. Le docteur Célestin Tchakounte Lengue est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Manuela. Je m'excuse, ma connexion n'est pas très bonne, donc j'espère que vous m'entendez. Je fais un grand salut comme ça à mon frère Évariste. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, aux autres panélistes. Je salue tous les téléspectateurs d'Afrique Média qui nous regardent régulièrement, toute l'équipe technique et tous ceux qui nous font l'honneur de nous accompagner, surtout là. Merci à vous, docteur Célestin Tchakounte. On espère que la connexion sera, en tout cas, va nous permettre de bénéficier de vos analyses ce soir. En tout cas, merci déjà d'être là avec nous. Abdoulaye Mboy, vous êtes journaliste depuis Dakar au Sénégal. Bonsoir. Bonsoir à vous, madame. Un plaisir de vous retrouver sur le plateau d'Afrique Média, la télévision panafricaine. Je dis également bonsoir à tous les co-débatteurs, mais également à l'ensemble de vos téléspectateurs. Merci donc à vous, chers invités. Vous le savez également, chers téléspectateurs, tout à l'heure, vous aurez aussi l'occasion, l'opportunité d'appeler pour partager avec nous votre point de vue sur la thématique ou tout simplement poser vos questions à nos différents invités. Je vais commencer par vous, Abdoulaye Mboy, puisque vous êtes justement du côté du Sénégal où se déroule ce forum. Alors, qu'est-ce que, rendu à aujourd'hui, on sait que le forum s'est ouvert donc depuis le 29. Qu'est-ce qu'on retient déjà rendu à aujourd'hui? Qu'est-ce que ce sont les dirigeants africains et bien sûr aussi chinois, que se sont-ils dit? Voilà, merci madame. Il faut quand même rappeler que le forum a fermé ses fenêtres hier au niveau de la capitale sénégalaise qui est Dakar. C'était véritablement des moments d'échange entre la Chine, le Sénégal, pour ne pas dire l'Afrique, et compte tenu des enjeux énormes liés justement à énormément de secteurs d'activité économique, mais également d'activité sociale. Et donc la Chine aujourd'hui plus que jamais a dit justement et soutenu devant justement le président Macky Sall, mais devant également les dirigeants africains, que la Chine était prête à continuer de soutenir justement l'Afrique par rapport justement à son développement durable, mais également aller dans le sens de mieux lutter contre l'insécurité alimentaire et l'insécurité justement et de manière générale, et surtout dans la zone sahélo-sahélienne. Mais dans tous les cas, la Chine se dit en tout cas plus que jamais plus proche de l'Afrique pour lutter justement contre l'impérialisme justement économique, mais aller dans le sens justement de permettre à l'Afrique de mieux connaître ce qu'est réellement le développement. Cela va passer par les infrastructures, cela va passer par l'agriculture, cela va passer par véritablement le relèvement de plusieurs défis justement à caractère économique, mais surtout justement la formation, pour ne pas dire transfert de technologie, parce qu'il faut le savoir, ici au Sénégal, la Chine, en tout cas, a une présence véritablement massive, et la Chine, aujourd'hui, contribue à la construction d'énormément d'infrastructures, surtout routières, mais également sanitaires. Donc, je crois bien que ce que l'on doit retenir d'essentiel par rapport au Forum de Dakar, c'est que la Chine a repris justement des engagements, a pris des engagements forts, justement devant le président Macky Sall, et le discours du président Xi Jinping, qui était fortement attendu, a rassuré plus d'un observateur,
Et le président Macky Sall également, dans son allocution, a rappelé les liens séculaires, les liens sécuritaires, les liens diplomatiques, les liens économiques, justement avec une grande puissance qui s'appelle la Chine, parce qu'en réalité, la Chine, quoi qu'on puisse dire, véritablement veut continuer de marquer sa présence, pour ne pas dire son empreinte, en Afrique et particulièrement au Sénégal. Pour ce premier jet. Docteur Célestin Tchakounté, je vous retrouve pour la suite de notre discussion. Eh bien, on le sait, la Chine est donc présentée comme le premier partenaire de l'Afrique, mais est-ce qu'on pourrait également dire de même pour l'Afrique? Est-ce que l'Afrique est aussi le premier partenaire chinois? Alors, est-ce qu'on pourrait parler d'une relation, on va dire quoi, équilibrée entre ces deux parties? Non, Manuel, on ne peut pas dire ça, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est un des problèmes d'essence de ces discussions. La relation entre l'Afrique et la Chine est une relation déséquilibrée, hein, comme de manière générale avec tous les partenaires, parce que nous achetons des produits manufacturés qui coûtent de plus en plus cher, ce qu'on appelle les termes de l'échange. Et nous vendons des produits naturels qui, eux, ont des coûts de moins en moins élevés. Donc, à partir du moment où vous vendez la banane, le cacao, le café, le pétrole, ben vous aurez forcément une relation commerciale toujours déséquilibrée. Donc, notre relation déséquilibrée, que ce soit vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de tout le monde. Donc, je voudrais, avant de continuer sur cette lancée, vous dites d'abord que aujourd'hui, l'Afrique est comme une très belle jeune fille avec toutes les formes qu'il faut, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la Chine veut l'Afrique, l'Europe veut l'Afrique. Si vous avez écouté récemment, le président Joe Biden a dit que la négligence vis-à-vis de l'Afrique est terminée et qu'il est question maintenant de revenir. D'ailleurs, il a un grand voyage à faire en Afrique. Donc, l'Afrique est une très belle jeune fille aujourd'hui qui est désirée par tout le monde. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises, c'est que l'Afrique est le seul continent qui peut vivre en autarcie. C'est-à-dire qu'on est le seul, on peut fermer les frontières, on jette la clé dans la mer et on n'a aucun problème. Les autres auront des problèmes. Je vous rappelle qu'on a 75% des matières premières stratégiques, on a 65% de terres arables, ce qui veut dire que tout le monde veut l'Afrique. Donc, il faut qu'on tienne compte de cela. Et donc, par rapport à cela, nous devons en profiter pour, trouver les partenaires les meilleurs qui nous apportent, peuvent nous amener à, à faire, à nous épanouir considérablement et éviter, et ça c'est très important, nous devons éviter de changer de maître, c'est-à-dire de passer d'un maître à un autre. Parce que là, nous sommes tenus en laisse à travers le franc CFA, à travers de nombreux accords non dits. Il est temps qu'on profite de cet engouement pour l'Afrique pour nous libérer des chaînes qui sont les nôtres. La Chine, justement, ça peut être une des options. Il y a la Russie, il y a les États-Unis. Il ne faut pas qu'on se perdre dans ce désir qui naît partout. La Chine est le premier créancier bilatéral du continent et donc nos relations sont déséquilibrées parce que nous achetons plus que nous ne vendons. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui un risque de surendettement qui s'est enclenché, notamment avec les crises, la crise qui provient du Covid. Il faut donc qu'on relance nos économies de manière rapide. Je sais qu'il y a un des points à l'ordre du jour pour les pays africains a été de négocier la remise de la dette. La remise de la dette, c'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup. Parce qu'en fait, remise de la dette, c'est un mécanisme qui revient tout le temps. Il est temps qu'on mette en place des structures pour l'industrialisation de l'Afrique. Et là, la Chine peut, à travers son modèle, nous être utile. Mais il faut que nous sachions très bien que nous, Africains, qu'aucun pays au monde
n'a été développée par des étrangers. La Chine a été développée par des Chinois, des Américains, l'Amérique par des Américains. Donc, nous ne devons pas aller demander à la Chine de venir nous développer. Ce n'est pas possible. Nous devons, à travers cette relation qui nous est offerte, à travers ces crédits qui sont mis en route, nous devons chercher les moyens d'une industrialisation du continent africain. Regardez une seule chose très simple entre l'Asie et l'Afrique. Il faut savoir que l'Asie n'a rien du tout, mais elle transforme tout. Alors que l'Afrique a tout, mais ne transforme rien du tout. Voilà en fait le problème qui se pose. Si on se met à transformer, on va rattraper très rapidement notre retard. Donc, ce qui est mis en jeu, parce que j'ai lu quelque part qu'on va demander le transfert de technologie. Ça n'existe pas le transfert de technologie, ça il faut l'oublier. Depuis que je suis à l'université, on parle de transfert, ça n'existe pas. La technologie, ça s'acquiert à travers la recherche-développement. Il est temps que les pays africains se mettent ensemble, au moins les pays de l'Afrique noire, se mettent ensemble pour faire ensemble la recherche-développement. Et donc, on a parlé également de la défense à travers la relation avec la Chine. Il faut mettre en place une défense continentale avec la fabrication d'armes. Donc, voilà un peu comment je vois cette relation, Manuela. Célestin Tchakouté, justement, reviendra sur ce point tout aussi important qui a été évoqué en parlant de sécurité, justement, en Afrique avec un partenariat, pourquoi pas chinois. On y reviendra en seconde partie. On évolue tout de même avec vous, Dalvaris Gudju. On a parlé justement de dette. On sait que c'est un point qui est souvent un peu évité lorsqu'on parle de partenariat entre la Chine et l'Afrique, mais il y a ce point qui est tout aussi important, la dette, qui revient toujours et qui lie d'ailleurs justement le continent noir à ce pays asiatique. Alors est-ce que ce modèle de partenariat que propose la Chine aujourd'hui à l'Afrique est bénéfique, surtout au regard de la nouvelle nomenclature sur le plan, on va dire, l'évolution géopolitique en Afrique? Premièrement, il faut comprendre que Manuela, rentrons directement sur l'aspect que vous évoquez, la dette. La coopération entre la Chine et l'Afrique a offert une certaine alternative au continent africain, d'autant plus que d'abord, tous les chiffres l'établissent carrément que sur les 20 dernières années quand même, la Chine est le premier bailleur de fonds du continent africain avec plus de 200 milliards de dollars et obtenu dans un contexte où la plupart des États africains avaient des difficultés énormes à pouvoir avoir les nouvelles lignes de crédit avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Donc, dans ce contexte-là, la Chine est venue offrir une certaine alternative au continent. Pourquoi? Parce qu'en fait, les conditionnalités du FMI et de la Banque mondiale étaient extrêmement difficiles. Or, la Chine et au-delà quand même, vous avez pu remarquer que la plupart de nos États dans les années 90 ont été soumis pour pouvoir avoir un peu de crédit au niveau des institutions de Bretton Woods à des conditionnalités qui étaient très difficiles, notamment les programmes d'ajustement structurel qui ont détruit pratiquement le petit tissu industriel naissant qui existait en ce moment-là, la privatisation de la plupart des entreprises étatiques, mais surtout la prévarication, parce qu'en fait, dans les conditionnalités, le FMI imposait et impose toujours, par exemple, la diminution des salaires, c'est pas quoi, la privatisation des entreprises, voire la fermeture de certaines entreprises, parce que pour le FMI, il faut bien alléger le train de vie de l'État. Maintenant, la Chine vient avec pratiquement pas de conditionnalité. C'est-à-dire, la Chine dit, je vous prête de l'argent, premièrement, je n'entre pas dans votre cuisine interne, je ne vais pas vous imposer de diminuer les salaires, etc., etc. Je vous donne juste de l'argent. Et pour cela, beaucoup d'États africains, notamment le Cameroun, le Sénégal, bien d'autres, sont rués vers la Chine et ont pris beaucoup de crédits. Je dis, pour moi, le vrai problème, ce n'est pas seulement de prendre le crédit, c'est ce qu'on fait de ce crédit-là. Parce que justement, comme vous évoquez, les gens ne parlent pas beaucoup plus de cela parce que de nos jours, quand on regarde cet aspect, on a comme impression que les États africains sont endettés, ils s'endettent très rapidement parce qu'il faut bien noter que la plupart de ces États atteignent
le plan d'achèvement PPTE dans les années 2000. Donc on se dit qu'en réalité, on est en train de sortir du tunnel. Mais très rapidement, avec les crédits offerts par la Chine, beaucoup d'États s'en aident très rapidement. Le problème, ce n'est pas la dette, mais c'est ce qu'on fait de la dette. Parce que par la suite, quand on fait un bilan aujourd'hui, et justement les Chinois même vont dans ce sens-là, quand on fait un bilan de la dette, on se rend compte que beaucoup d'États africains se sont endettés, mais les projets sur lesquels on a investi ne sont pas aussi rentables que cela. Parce qu'il faut prendre les dispositions pour que les dettes qu'on octroie ou les dettes que l'on reçoit puissent être rentabilisées. Parce que comme on le dit, ce sont les aides, même si ce sont les dettes, pardon, parce que même si on demande un rééchelonnement de la dette, comme certains États le font, le Cameroun l'a fait, beaucoup de pays l'ont fait, il faut bien rembourser. Pour rembourser cette dette, il faudrait bien que le projet pour lequel on a emprunté puisse être rentable. Quand on prend l'exemple d'un pays comme le Cameroun, il y a un certain nombre de dettes que nous avons pris avec la Chine sur un certain nombre de barrages, jusqu'à aujourd'hui qui ne sont pratiquement pas fonctionnels. Il faudrait bien rembourser cet argent-là, alors que c'est de l'argent qui est quelque part. Moi, je prends un autre projet. Je n'étais pas au Cameroun, ça fait quelques jours, et j'étais très, très surpris dans un pays où pratiquement, on parlait avec des gens, ils nous disaient que c'est vrai qu'à part la suite, l'État ougandais est en train de nier un tout petit peu, où la Chine est quand même en train de vouloir littéralement arracher l'aéroport d'Entebbe. L'aéroport d'Entebbe, c'est le premier aéroport de l'Ouganda, l'aéroport international d'Entebbe. Pourquoi? Parce qu'en fait, en 2005, l'Ouganda a emprunté auprès de la Chine un peu plus de 200 millions de dollars, 207 millions de dollars, pour l'agrandissement et la modernisation de l'aéroport international d'Entebbe. Et dans les éléments de garantie que le gouvernement ougandais a mis sur la table, il y a l'aéroport. En d'autres termes, quand l'État ougandais ne serait pas apte à rembourser la dette, la Chine a le droit de pouvoir confisquer l'aéroport, c'est-à-dire pouvoir exploiter l'aéroport pendant un certain nombre de temps et pour cela, pour pouvoir rentrer dans ses frais. C'est vrai que les Ougandais ont nié l'information, mais tout est en train d'aller dans ce sens, d'autant plus qu'actuellement, l'Ouganda ne parvient plus à payer son service de la dette vers la Chine et le président ougandais était contraint d'envoyer une équipe à Pékin pour négocier un rééchelonnement de la dette. Je veux dire, si vous empruntez beaucoup d'argent, 207 millions de dollars, que vous mettez dans un aéroport, c'est vrai, c'est un aéroport qui, par an, quand même, transporte presque 2 millions de personnes, mais la rentabilité, c'est à quel niveau? La rentabilité, c'est à quel niveau? Si vous avez 200 millions de dollars, un peu plus de, je ne sais pas quoi, de 50 milliards de francs CFA, vous pouvez investir dans d'autres projets. Par exemple, moi j'ai beaucoup apprécié le discours de Xi Jinping, le président chinois, quand il a dit qu'ils revoient leur stratégie jusqu'en 2035. Et ils ont ouvert, et ça c'est très important dans la transparence. C'est pourquoi, avant il n'y avait pas ça. Ils ont montré le livre blanc de ce qu'ils vont faire en Afrique. Ils ont dit, nous allons envoyer dans les 3 ans maximum 500 experts agricoles sur le continent africain. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème sur le continent africain. Il y a un problème, il y a une demande en produits alimentaires. Il faut bien, moi je parlais dans une conférence il y a cela quelques jours, une des grandes difficultés, je crois que au Cameroun, le patronat a beaucoup soulevé là-dessus. Vous savez, il y avait pratiquement, le patronat camerounais était, c'est pas quoi, couteau tiré avec l'État camerounais. Parce que les coûts de transport sur le plan international sont extrêmement élevés. Parce qu'il y a une demande qui est très forte liée au Covid, parce qu'il y a une croissance. Parce que pendant la période de Covid, vraiment, l'activité économique était assez dans le monde entier. Maintenant, la demande est très haute. Mais maintenant, ce qu'on remarque, que le coût du transport d'un produit de la Chine vers le continent africain met en moyenne 30 à 60 jours, 45 à 60 jours. Et pendant cette durée de transport, vous louez les conteneurs, et vous, je ne sais pas quoi, tout le personnel là. Alors qu'en réalité, pourquoi? Parce que la Chine est l'usine du monde. C'est ce que les présidents sont en train de faire. Ils sont en train de voir dans quelle mesure on peut transporter certaines usines qui sont en Chine pour le continent africain. C'est-à-dire permettre de produire facilement sur le continent africain, ce qui va permettre d'amoindrir les coûts. Ça, c'est très, très, très important. Et c'est la force qui a permis à l'Éthiopie de pouvoir éclore sur le continent africain. Parce que ce soit l'Éthiopie, que ce soit le Kenya, la coopération accrue avec la Chine. Parce qu'il faut bien comprendre que beaucoup d'entreprises américaines, occidentales se sont installées en Chine parce que le coût de la main-d'œuvre salariale était extrêmement faible. Mais maintenant, le niveau de vie des Chinois a extrêmement augmenté. Le nombre de milliardaires chinois, de millionnaires chinois, pratiquement augmente de manière exponentielle chaque année. La Chine est un des États de par le monde entier qui est en train de lutter tout le monde contre la pauvreté. Il y a des villages et des villes en Chine où personne n'est pauvre.
Parce qu'en réalité, il y a un certain nombre, il y a une certaine stratégie de coopérative qui est mise en place, ce qui rend pratiquement la plupart des citoyens de certaines localités extrêmement riches. Mais dans un contexte comme celui-là, l'inconvénient, c'est qu'à un moment, la main-d'œuvre, je vais dire, un Chinois lambda se dit, je ne peux plus travailler pour tel ou tel salaire. Donc, le salaire que proposaient les entreprises occidentales hier, cela 10, 15, 20 ans, et qui était extrêmement alléchant pour les Chinois, de nos jours, se rendre compte que ce n'est plus si important que cela. Étant confronté à ces difficultés, qu'est-ce que la Chine fait? La Chine est en train de regarder les États sérieux sur le continent africain où elle peut transférer ses usines. Donc, c'est-à-dire continuer de produire le Made in China, mais avec un coût extrêmement amoindri. Mais c'est très important maintenant que nous, en tant qu'Africains, nous puissions voir dans quelle mesure on peut saisir le ballon au bon. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays comme moi, j'ai vu en Éthiopie, au Kenya, où il y a de plus en plus d'entreprises chinoises qui sont installées. Et comme dit le docteur Lengue, il ne peut pas avoir un transfert de technologie. C'est-à-dire, ne restons jamais tranquilles, assis dans notre chambre, dans notre bureau, espérant que les Chinois vont porter toute la technologie et nous la donner. Puisque même chose, on ne les a pas donné. Il y a une diaspora chinoise qui était extrêmement efficace, qui était extrêmement compétente, qui était à l'étranger, qui a fréquenté à l'étranger, mais surtout qui a développé ce qu'on appelle l'intelligence économique. C'est très important pour nos États. Beaucoup d'États occidentaux le font déjà, c'est-à-dire l'intelligence et le renseignement. Et c'est un peu triste que dans nos États, on ne développe le renseignement que pour faire, c'est pas quoi, pour faire une certaine répression contre, ça peut être les forces politiques, contre la population, mais dans beaucoup d'États sérieux de par le monde entier, l'essentiel de l'intelligence du renseignement, c'est le renseignement économique. C'est-à-dire que tout citoyen, tout argent, tout ce qui est organisé, quand on est à l'étranger, on essaie de rentrer avec les informations qui peuvent être utiles à la Chine. Parce qu'en réalité, la plupart des brevets, la plupart des connaissances qui sont utilisées aujourd'hui par les Chinois au niveau de la technologie dans leur pays n'ont pas été données par les Occidentaux. Soit ils ont piqué cela par le renseignement, par l'intelligence économique, soit par les étudiants, par la diaspora qui était installée en Occident, mais qui n'a jamais oublié qu'ils étaient des Chinois. Donc, ils sont rentrés chez eux à apprendre, à enseigner aux autres ce qu'ils avaient appris à l'étranger. Soit les Chinois les ont obtenus par une certaine méthodologie, qui celle-là est très officielle et que nous, Africains, nous oublions toujours. C'est qu'en réalité, les brevets, il y a des brevets qui rentrent dans le domaine du public après un certain nombre de temps. C'est-à-dire, si vous avez créé un téléphone, une âme, c'est pas n'importe quoi, après un certain nombre d'années, ça rentre dans le domaine du public. Les Chinois prenaient ces brevets qui sont dans le domaine du public, faisaient ce qu'on appelle des copies, mais très graduellement, ils améliorent cela. Et premièrement, ça permet de satisfaire un besoin chinois interne, mais surtout, deuxièmement, ça permet de satisfaire aussi un besoin externe dans des États dont les moyens, dont les besoins, ou alors dont le pouvoir d'achat est extrêmement limité. Je vais dire que, globalement, pour sortir dans ce premier volet, la Chine a fait beaucoup de choses avec le continent africain. C'est une coopération que nous apprécions, mais qui mérite d'être améliorée. Car si nous restons dans la situation actuelle, je suis convaincu que d'ici 10 à 20 ans, nous allons être les esclaves de la Chine. Pourquoi? Il y a l'exemple que je parle pour l'Ouganda où l'aéroport d'Entebbe menace d'être saisi par les autorités chinoises parce qu'ils ont prêté plus de 200 millions de dollars que les Ougandais ne peuvent pas rembourser. Il y a encore un État en Asie là, on est en train de j'oublie le nom de l'État, ça fait quelques mois que j'ai travaillé un peu dessus. Et les Chinois sont aussi en train de menacer de saisir le port là-bas. C'est un très grand port asiatique. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi dans... c'est un très grand projet, hein, le projet qui tient particulièrement au Parti communiste chinois, la ligne de la soie ou la voie de la soie de la Chine qui va permettre de desservir le monde entier sans passer par les voies navigables qui sont dans beaucoup de cas contrôlées par les Occidentaux. Et dans ce projet-là, il y a un certain nombre des États qui sont dans ce projet-là. Donc, les Chinois vous proposent d'investir dans les infrastructures et bien d'autres choses en échange que vous participez au projet, mais généralement les investissements qu'ils font ne sont que les dettes que vous devez rembourser à terme. Or, si vous ne refusez pas bien, si vous ne faites pas une bonne étude de faisabilité, vous serez en train d'investir dans des projets qui ne peuvent pas être rentables. Et même si les Chinois sont gentils, entre guillemets, même si les Chinois nous prêtent dans une conditionnalité qui est extrêmement favorable par rapport aux Occidentaux ou les institutions de Bretton Woods, tôt ou tard, nous devons rembourser ces dettes. Et si ce n'est pas bien investi, nous allons avoir le dos au mur.
Merci à vous, Dalvaris Goudjou. Abdoulaye Diop, je reviens donc vers vous. Une coopération qui mérite donc d'être réorientée, si on s'en tient en tout cas aux analyses de vos copanélistes. Alors, le cas du Sénégal, par exemple, votre pays, qu'en est-il exactement la nature des relations aujourd'hui entre le Sénégal et bien sûr la Chine? Est-ce qu'il y a on va dire quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a des signes avant-coureurs qui épousent un peu ce que les panélistes aujourd'hui évoquent en ce qui concerne le travers, les revers justement de cette coopération? Oui, merci à vous. Il faut quand même que l'on puisse rappeler que le volume des échanges commerciaux, justement, entre l'Afrique et la Chine, justement, ont été multipliés par 20. Il faut quand même également rappeler que l'investissement direct de la Chine en Afrique a été multiplié par 100. Et justement, depuis la mise en place, justement, de ce forum, ça date de 2000. Il faut quand même que l'on rappelle également la présence occidentale en Afrique. Ça ne date pas de maintenant. Pratiquement depuis 500 ans, la France et d'autres pays, justement, occidentaux sont présents en Afrique. Mais qu'est-ce qui a été fait, justement, en matière d'aide au développement, en matière de développement par rapport au continent? Je partage l'avis, justement, des panélistes, parce qu'il est arrivé au moment, justement, où il faudra tout faire pour que l'Afrique puisse se libérer du joug économique impérialiste, justement, que nous impose l'Occident ou en tout cas une autre partie du monde. Mais ici au Sénégal, il faut quand même que l'on puisse dire que par rapport justement à ce qui se fait et à ce qui se dit et à ce qui se décide par rapport justement à l'autorité suprême que le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, aujourd'hui, plus que jamais, nous cherchons à trouver les voies et moyens pour une coopération beaucoup plus accentuée avec la Chine. Mais quand même, le Sénégal fait partie de ces pays en Afrique de l'Ouest qui véritablement refusent carrément d'essayer de couper le cordon ombilical avec justement un pays comme la France. Et parce qu'il faut le rappeler, aujourd'hui, le niveau d'endettement du Sénégal est très élevé. Nous sommes pratiquement dans la zone orange, compte tenu justement des lignes à ne pas franchir mises en place par l'Union économique monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. Mais quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait, justement, vous l'avez dit, et par rapport justement aux Occidentaux, il faut se rappeler que nous avons vécu les plans d'ajustement structurel et les institutions de Bretton Woods nous ont imposé justement la privatisation des fleurons de notre économie. Pratiquement au Sénégal, il est arrivé dans les années 90 qu'on aille dans le sens de pratiquement tout brader, pour ne pas dire tout vendre justement à des compagnies étrangères. Aujourd'hui, l'arrivée de la Chine, comme le disait le professeur Samir Amin, qui était un grand maoïste, qu'effectivement c'est une aubaine justement pour l'Afrique. Parce que le panéliste l'a dit, la Chine ne vous impose pas, la Chine vous demande ce que vous voulez. Vous voulez un stade, la Chine vous le construit. Vous voulez un hôpital, la Chine vous le construit. Vous voulez des routes, la Chine justement vous les construise. Contrairement justement à ces injonctions que nous notons depuis autant d'années avec justement les partenaires occidentaux tels que la France. Maintenant, nous avons construit au Sénégal justement un train express régional avec justement une société française sur moins de pratiquement 50 km qui nous a coûté près de 700 milliards, donc on parle même de 1000 milliards. Ce sont des dépenses somptuaires justement qui participent à un niveau d'endettement très élevé et nous participons à enrichir justement l'Occident et particulièrement des entreprises françaises. Ce qui n'est pas trop le cas parce que nous avons aujourd'hui des besoins en termes justement de transformation. Nous n'en sommes pas encore là. Les unités de transformation, ça manque énormément au Sénégal. Je prends l'exemple de l'arachide. Par rapport aux publications des autorités, et selon leurs chiffres, le Sénégal aujourd'hui est à près d'1 250 000 à 300 000 tonnes d'arachide. Mais la partie la plus importante justement de cette production est rachetée par les Chinois. Aujourd'hui, on applaudit quand on voit les Chinois venir justement prendre notre arachide, alors que la Chine va transformer cet arachide pour venir nous revendre cela dans des boîtes de chocolat ou je ne sais quoi. Donc, c'est là le mal de l'Afrique. Donc, quand on parle de transfert de technologie, vous avez peut-être raison, mais quand même, si on prend l'exemple
d'un dragon justement d'Asie tel que la Corée, il faut quand même reconnaître que la Corée a pu justement bénéficier, pour ne pas dire, a pu profiter justement de cette présence sino-japonaise pour aller dans le sens en tout cas de créer de grandes unités industrielles. C'est ce qui nous manque en Afrique parce qu'en réalité, le seul drame que nous avons, c'est qu'en réalité, nous n'avons pas l'ingéniosité de travailler justement dans un espace communautaire et pour justement aller dans le sens de pouvoir mieux profiter afin de participer au développement économique de nos pays. Au Sénégal, encore une fois, la Chine est présente avec plusieurs entreprises comme telles que Henan Chine. Aujourd'hui, il y a le projet Bus Rapid Transit. C'est un coût de pratiquement 300 milliards de francs CFA et c'est la Chine qui est au cours au cœur de ce projet, les entreprises chinoises. Nous avons un Chinatown ici au Sénégal, ce qui veut dire qu'en réalité, les Chinois sont en train justement d'étendre le tentacule au Sénégal et en Afrique, mais quelle sera la réponse concrète du Sénégal et de l'Afrique pour pouvoir aller dans le sens de pouvoir en tout cas vivre ce développement que nous attendons depuis autant d'années. Maintenant, plus que jamais, il nous faut aller dans le sens de mieux comprendre que l'un dans l'autre, c'est un impérialisme indirect ou un impérialisme direct. Donc, à nous, Africains, de pouvoir, en tout cas, aller dans le sens d'avoir, en tout cas, des projets assez conformes par rapport à nos réalités économiques, par rapport à nos besoins économiques, par rapport à nos besoins sociaux et carrément vitaux, pour nous permettre de pouvoir mieux profiter de la présence chinoise. Aujourd'hui, la Chine est en train d'avoir des bases militaires dans certains pays en Afrique. Et quand sera-t-il justement de l'Afrique de l'Ouest où sévit pratiquement le terrorisme, au Mali, au Niger, au Tchad, etc. Donc, est-ce qu'en réalité, il faudrait pousser les Français dehors et faire venir les Chinois? C'est une question que tout le monde se pose ici. Mais, quoi qu'on puisse dire, la Chine, encore une fois, est un géant et nous pouvons profiter, je dis bien profiter et bien profiter du modèle chinois. Parce qu'il faut se rappeler qu'après la guerre et l'arrivée au pouvoir de Mao Zedong, je crois bien que la révolution culturelle chinoise, véritablement, peut être véritablement un exemple parfait en termes de développement pour l'Afrique. Pour que sans fleurs éclore, pour que sans école rivalise, comme Mao le disait, pratiquement d'aucuns n'y croyaient parce que le Sénégal était pratiquement plus avancé et le Cameroun était beaucoup plus avancé parce que nous n'avons pas connu de guerre et nous n'avons pas été touchés directement par la Seconde Guerre mondiale, contrairement à la Chine qui a connu une guerre civile mais qui a également connu l'invasion japonaise. Donc, l'un dans l'autre, nous, en Afrique, je crois bien que le président Macky Sall a insisté sur cette question-là, mais y croit-il foncièrement et fondamentalement? C'est une question que l'on doit se poser. Parce que nous avons été au Club de Paris en 2014 pour le financement du plan Sénégal émergent, mais avant d'arriver à Paris, le président Macky Sall avait fait un tour en Chine. Et à partir de la Chine, il avait déjà une proposition de 5 000 milliards d'investissements avant d'aller au Club de Paris. Et pourtant, il est parti au Club de Paris où il a pu récolter plus de 3 000 milliards justement de promesses d'investissement. Donc, ce que veut dire, si le Sénégal aujourd'hui bénéficie de 5 000 milliards d'investissements chinois ici au Sénégal par rapport justement à des infrastructures, nous paierons de l'autre côté une dette justement que nous devrons justement à des pays occidentaux, sans oublier qu'il y a le gendarme qui s'appelle le Fonds monétaire international qui nous impose pas mal en tout cas d'orientation, surtout budgétaire, pour ne pas dire d'orientation par rapport justement à une approche micro ou macroéconomique. Donc, c'est une situation assez embarrassante, mais aujourd'hui, nous devons pouvoir nous libérer justement du joug de l'impérialisme économique et aller dans le sens d'une construction massive et collective, pertinente et objective de notre économique. Mais pour cela, il faudrait quand même que l'on puisse nous dire la vérité en face, c'est d'avoir des dirigeants qui croient fondamentalement justement à des projets de cette nature-là et non justement à ce que le panéliste vient de rappeler, l'intelligence justement ou véritablement la recherche de secrets, c'est pour en tout cas aller dans le sens d'embastiller des opposants, c'est aller dans le sens d'une répression des populations, alors qu'en réalité, nous devons nous concentrer sur l'essentiel et autour de l'essentiel. Et aujourd'hui, l'essentiel pour l'Afrique, c'est véritablement un développement économique, mais aller dans le sens d'une réduction et d'une lutte drastique justement contre la pauvreté.
Vous, Monsieur Abdoulaye Mbow, et justement quelques promesses en marge de ce 8e forum Chine-Afrique. On rappelle que le président chinois Xi Jinping s'est engagé à réaliser pour l'Afrique 10 projets de réduction de la pauvreté et d'agriculture et à envoyer 500 agronomes en Afrique. Autre promesse également, le président chinois a déclaré qu'il fournirait donc à l'Afrique 1 milliard de doses de vaccins supplémentaires contre le coronavirus. Autre promesse, la Chine a disposé donc justement à renforcer sa coopération amicale, cette fois-ci avec la République centrafricaine, tout comme avec d'autres pays africains, et s'est engagé à aider ce pays à renforcer le développement et sa revitalisation. Alors, docteur Tchakoun Telengue, on se rend bien compte en tout cas que la Chine s'en sort plutôt très bien dans ce partenariat avec l'Afrique. L'Afrique, elle, comme on a pu l'entendre, hein, apparemment ne tire pas encore très bien son épingle du jeu. Les dirigeants africains sont pointés du doigt. Alors, qu'est-ce qui explique le fait qu'en Afrique, on n'arrive pas à relever la pente et justement à se positionner comme un partenaire égal face à la Chine? Manuela, vous avez parfaitement raison et je valide tout ce qui a été dit par Dalvaris Boudjo et par Abdoulaye Mbow. C'est-à-dire que dans votre question, la réponse y est. C'est-à-dire, quel est le problème? C'est quelqu'un qui disait, quand un bateau ne sait pas où il va, tous les vents lui semblent contraires. Le problème des dirigeants africains, c'est que on ne sait pas encore où on va. Bon, heureusement, au Cameroun, on vient nous sortir le SND de 2020-2030. Je pense que ce n'est pas suffisant. C'est presque, à mon avis, un peu bricolé. En fait, parce que pour un pays comme le nôtre, il faut se donner un horizon de 50 ans. Pour dire, j'ai proposé ça dans mon livre, de dire, par exemple, qu'on se donne 50 ans pour rattraper l'Occident. Donc, 50 ans, on peut donc réfléchir à partir d'une page blanche de savoir exactement qu'est-ce qu'on veut faire. Le problème aujourd'hui, c'est que d'abord, les pays africains vont toujours en rang dispersé pour aller rencontrer des États continents, les États-Unis, le Brésil, la Chine, l'Europe. Donc, quand est-ce qu'on va se mettre vraiment ensemble pour défendre nos intérêts? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on va prendre de l'argent parce qu'on vous l'a proposé, les Européens ont un piège qui nous tente tout le temps et dans lequel nous tombons tous les jours. C'est de venir nous dire à nos dirigeants, voici un projet et voici le financement. Et dès que nos dirigeants voient à la fois un projet, un financement, on dit, voici le chemin de fer, voici le financement, ils signent tout de suite. Notre frère qui est Abdoulaye Mbow, qui au Sénégal vient d'expliquer qu'ils ont fait un chemin de fer de 70 km pour 700 milliards, alors qu'on sait que l'unité, c'est 4 milliards de kilomètres, donc ça devait être autour de 280 milliards, donc ils ont payé 3-4 fois plus cher, parce que quelqu'un veut leur dire, voici le projet et voici le financement. Je suis expert en finance, je donne des cours de finance à l'université. La première chose que je dis à mes étudiants, c'est qu'il ne faut jamais mélanger l'analyse du projet et la recherche de financement. C'est comme les deux pieds. C'est comme vos deux pieds. Quand vous courez, vos deux pieds fonctionnent ensemble, mais ne doivent jamais se mélanger. Si se mélangent, vous tombez. Donc, quand les Occidentaux arrivent, ils mélangent les deux. Ils vous disent, voici le projet, voici le financement, et on signe pour les deux. Non, ça ne se fait pas. C'est une erreur très grave. Donc, il faut d'abord identifier les projets qui sont le plus rentables. Dalvaris vous l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le problème de l'endettement n'a jamais été un problème parce que tous les pays développés sont les plus endettés. Les États-Unis, le Japon, la France sont les plus endettés. L'endettement n'est pas un problème tant qu'il est placé sur des investissements rentables. Parce que l'investissement, d'abord, qu'est-ce qu'un investissement? C'est toute dépense qui va produire plus tard de la valeur ajoutée.
Donc, ça fait donc cette valeur ajoutée va permettre de rembourser l'endettement. Maintenant, si vous prenez 100 millions de francs et que vous construisez un immeuble ou bien que vous fassiez une boulangerie, cet immeuble ou cette boulangerie va vous permettre de rembourser l'endettement sans aucun problème. Mais si les 100 millions, vous allez passer les vacances à Kribi et machin, vous ne pourrez pas le rembourser à votre salaire, c'est pas possible. Donc ça, le problème de l'endettement. Et aujourd'hui, malheureusement, les pays africains, notre frère sénégalais vient de vous le dire, ils sont dans la zone rouge. Le Cameroun est aussi en train d'y aller parce qu'on a pris beaucoup d'argent pour faire des investissements qui ne sont pas rentables. Pas des investissements, c'est-à-dire par exemple des stades. Aujourd'hui, on nous dit que nous avons les plus beaux stades du monde. Et les gens en sont fiers. Je ne suis pas fier du tout en tant qu'expert en finance, expert en économie. Vous diriez quoi aujourd'hui si je vous disais que j'ai les meilleurs costumes de la ville ou du pays, alors que je n'arrive pas à envoyer mes enfants à l'école ou mes enfants n'arrivent pas à manger correctement? C'est une bêtise de dire qu'on a les meilleurs stades du monde dans un pays où les gens ne mangent pas à leur faim, où les gens ne peuvent pas se soigner correctement. Ça a été une erreur. D'autant plus, je l'ai dit plusieurs fois, qu'il n'y a aucun pays au monde qui a réussi à rentabiliser les stades, pas même le Brésil, où le sport est une religion. Donc c'est une erreur que de nous dire que nous avons les meilleurs stades du monde. C'est une bêtise. Si on avait mis cet argent, ces 3 000 milliards, même la moitié ou le tiers dans les PME camerounaises, parce qu'aujourd'hui, nos PME ont un sérieux problème qui est l'accès au financement. Si on avait mis même 10% de cet argent dans les PME camerounaises, ça aurait généré des bénéfices qui auraient permis plus tard de construire des stades sans souffrir. Donc voilà le problème. Nous sommes déjà à 45% de dépenses, d'endettement par rapport à notre PIB. Ça commence à monter. D'ailleurs, la croissance forte montre que c'est de mauvaises dettes. Même comme les dirigeants nous disent que non, on n'est pas encore à 70%. Ça ne veut rien dire. À partir du moment où il y a une croissance très forte sur le long terme, c'est la preuve que c'est de la mauvaise dette. Parce que si c'était pas la mauvaise dette, c'est que la croissance économique devait permettre de réduire ce taux. On ne devait pas être à 45% en si peu de temps, entre 2006 et 2021. Parce qu'en 2006, on a eu le point d'achèvement avec l'annulation d'une grosse partie de la dette. Donc, il y a un vrai problème de point d'impact. Qu'est-ce qu'on a fait de la dette qu'on prend? Il y a un problème. Il faut donc faire très attention. Les Chinois ne sont pas des enfants de cœur. Les Américains ne sont pas des enfants de cœur. Les Européens ne sont pas des enfants de cœur. David vous l'a dit, si vous ne remboursez pas, ils vont vous saisir votre bien. C'est-à-dire, pendant 99 ans, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ils vont confisquer votre pays. Donc, je l'ai dit la première fois, il faut qu'on évite de changer de maître. Il ne faut pas qu'on sorte la domination française pour entrer dans la domination chinoise. Et ça, il faut qu'on sache où on va, c'est-à-dire qu'il faut qu'on mette en place, d'abord, je le dis à chaque fois que j'interviens, un vrai think tank qui va penser notre développement, qui va penser et penser notre économie. Et quand je dis penser et penser, je ne suis pas en train de me répéter, je l'ai toujours dit, le premier c'est avec A, le deuxième c'est avec E. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place un think tank. Je vous ai dit, il y en a plus de 3000 aux États-Unis. Et donc, celui de la Maison Blanche, c'est 1800 personnes. Donc, il faut qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on veut faire, où on va. Et c'est dans cette stratégie, dans cette planification stratégique qu'on va faire intervenir nos partenaires économiques, la Chine, la Russie et d'autres encore, les États-Unis, le Brésil, la Corée du Sud. Quelqu'un a parlé de la Corée, c'est quoi ça, Blindball pour la transfert de technologie. Je vais vous donner un petit exemple, comment les Coréens ont commencé à produire les véhicules. La technologie, tout le monde triche. Les Chinois n'attendaient pas la fin des brevets avant de copier. Le fait est que toute machine fabriquée dans le monde est achetée par la Chine, elle est démontée, elle est étudiée, elle est recopiée et améliorée. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie inversée. La Chine ne respecte pas les brevets que les autres déposent. D'abord, elle fait l'intelligence économique, ça y est, en termes clairs, l'espionnage, et ça, on doit le faire. Je voulais expliquer en 2 mots comment les Coréens ont commencé à faire les véhicules. Ils ont dit aux Américains, venez mettre une usine chez nous. Les Américains ont mis une usine
pour fabriquer des véhicules. Les Coréens ont choisi leurs meilleurs ingénieurs qu'ils ont envoyés travailler avec les Américains. Des ingénieurs qui avaient des photocopieuses à la place des yeux. En très peu de temps, ils ont tout copié. Ils ont tout photocopié avec leurs yeux. Après, ils ont dit au gouvernement coréen, nous sommes prêts. Le gouvernement dit, vous êtes sûr? Il dit, oui, on est prêt. Alors, le gouvernement coréen a provoqué un clash avec les Américains. Ils ont arrêté le contrat de cette usine. Les Américains sont énervés, sont partis. Et après, les Américains, les Coréens ont recopié, ils ont mis en place l'usine. Voilà comment on acquiert la technologie. Voilà comment on acquiert le savoir-faire. Ça ne se transfère pas. La technologie coûte très, très cher. La recherche et le développement coûte très cher. Pas pour rien que tous les pays qui progressent investissent lourdement. Je vous donne un deuxième exemple. Lorsque David Ben Gourion et les dirigeants israéliens veulent mettre en place l'État d'Israël, après qu'ils aient subi la Shoah, ils leur ont dit, il nous faut notre territoire. Ils sont allés rencontrer quelqu'un qui est une référence, Albert Einstein. Ils ont demandé à Albert Einstein, nous allons mettre en place un État. Quel conseil tu nous donnes? Albert Einstein leur a dit, je vous donne un seul conseil. Doter ce pays des meilleures universités au monde. Et je peux vous dire que depuis David Ben Gourion jusqu'à aujourd'hui, ce conseil est suivi à la lettre. Je vous invite à regarder tous les classements des meilleures universités au monde qui sortent chaque année. Vous avez toujours dans le top 10 une université israélienne. Qu'est-ce qu'on appelle une université? C'est la recherche-développement. Et Albert Einstein a dit, un pays est à l'image de ses universités, c'est-à-dire que c'est la recherche-développement. C'est pour ça qu'Israël est appelé le pays start-up. Récemment, Israël vient de vendre un système de défense des chars d'assaut à l'Allemagne, qui est un pays développé. Ça fait depuis qu'Israël vend des armes de haute technologie aux États-Unis. Donc, ce qu'on appelle, c'est la recherche-développement. Donc, il faut que les pays d'Afrique noire, définissent clairement qu'est-ce qu'ils veulent faire, fassent des choix stratégiques de développement. Et ça, c'est à travers la mise en place d'un think tank dans chaque pays et un autre au niveau de l'Afrique. Ensuite, une fois que c'est défini, il faut maintenant mettre en place la recherche-développement pour, à partir d'une usine, par exemple, de montage de véhicules, qu'on appelle des usines tournevis, on met en place ce qu'on appelle la stratégie des abeilles. Vous savez, les abeilles, quand elles renversent une maison, qu'est-ce qu'elles font? Elles percent un petit trou, et puis on agrandit le trou, et puis finalement, ça devient, la maison peut s'écrouler. C'est comme ça qu'on acquiert la technologie. C'est-à-dire que, par exemple, une voiture moderne, ça a environ 10 moteurs auxiliaires. Ces moteurs auxiliaires ne sont pas tous développés par les grandes compagnies, parce que la recherche là ne coûte pas très cher. Donc, les moteurs auxiliaires, par exemple, le lève-vitre, le lave-glace, ainsi de suite, nous pouvons commencer la recherche par là, sur des niches technologiques. Mais l'important, c'est d'engager la recherche-développement, définir des choix stratégiques cohérents, compétents, et de faire ce que Lazarus a dit, de tricher, comme tout le monde triche, ce qu'on appelle l'intelligence économique. Malheureusement, dans nos pays, nous sommes encore, par exemple, nos ambassades, c'est toujours des administrateurs. Tous les pays du monde, aujourd'hui, les ambassades sont des ambassades économiques. Ce n'est plus des administrateurs qu'on envoie, c'est des économistes, c'est des chercheurs. C'est pour cela que, par exemple, un investisseur américain qui vit au Cameroun, il va au ministère, là-bas aux États-Unis, il paye, il dit, je veux l'ambassadeur à ma disposition pour 6 heures ou bien pour 2 jours. Il paye et le ministère américain encaisse de l'argent et on dit à l'ambassadeur ici au Cameroun, vous êtes à la disposition de cet investisseur pour 2 jours. Et donc, dès qu'il arrive, l'ambassadeur se met à sa disposition. Et nous, quand on voit cela arriver, on croit que c'est le gouvernement américain. Non, c'est un privé. C'est-à-dire qu'il a
payé, on a dit que ça coûte tant, il a payé. On a appelé l'ambassadeur, le ministre a appelé l'ambassadeur pour dire que vous êtes à la disposition de tel investisseur pendant 2 jours. Voilà comment on bâtit une nation, voilà comment on gagne des marchés, voilà comment on conquiert. Parce que quand l'ambassadeur américain arrive quelque part, ça ouvre des portes. Il ne fait pas attendre 5 minutes devant un ministre. Donc, c'est ça que nous devons mettre en place. Nous devons copier ce que l'on fait. Si la Chine nous ouvre ses portes, ce n'est pas pour nous faire plaisir. La Chine ne construira pas l'Afrique, non. Mais nous pouvons nous servir de la Chine pour nous développer. Et nous devons nous servir pas seulement de la Chine, je l'ai dit. Dans d'autres pays, il y a le Brésil, il y a la Corée du Sud. La Corée du Sud à qui nous avons offert l'aide alimentaire. Le Cameroun leur a offert l'aide alimentaire à la Corée du Sud. Nous étions au même niveau en 1960. Aujourd'hui, la Corée du Sud est 40 fois plus riche que le Cameroun. 1100 milliards de PIB. Le Cameroun, c'est 40 milliards de dollars. Nous étions au même niveau. Ça veut dire que en une seule génération, on peut se développer. Franchement. Donc, il faut, vous avez posé, je reviens à votre question pour chuter, il faut que les pays africains commencent par définir de manière claire où on va. J'ai proposé au Cameroun dans mon livre, je vais le reprendre dans mon prochain livre, de se fixer 50 ans pour attraper l'Occident. C'est-à-dire, on fait un objectif sur 50 ans. Et après, maintenant, on fait des sous-objectifs. Non pas un SND sur 20, entre 10 ans. Non. Ce sont les grands pays qui peuvent se permettre de faire des plans sur 20, 25 ans. Un pays comme le Cameroun, qui est encore, où tout est à faire, il faut faire un plan sur 50 ans. Je vais terminer en chutant sur l'agriculture. J'ai dit merci à la Chine de nous envoyer des agriculteurs. L'agriculture, c'est la base du développement, à condition qu'on transforme. J'ai travaillé à Paris comme analyste financier quand j'étais étudiant à Paris. Je suis tombé sur un document fait par le CIA sur l'agriculture. Il y avait tous les pays du monde. J'étais un peu surpris de voir. Je me suis dit, mais qu'est-ce que le CIA fait dans l'agriculture? C'est plus tard que j'ai compris l'importance. Et tout de suite, j'ai regardé le Cameroun. À l'époque, c'était dans les années 85. Donc, vous voyez le temps. À l'époque, le Cameroun utilisait en termes de terres cultivables, le Cameroun utilisait 13% de ces terres cultivables. Je viens de revoir ce chiffre aujourd'hui. Nous sommes à 16% de terres cultivables utilisées par le Cameroun. Donc, vous vous rendez compte que notre potentiel, le Cameroun, c'est un pays vierge. 16%, ça veut dire que ça, c'est en extensif. Ça veut dire que si on va en semi-intensif, sur 30-40%, nous pouvons nourrir toute l'Afrique. Je suis vraiment là, cette fois-ci, sur le poisson. L'université halieutique, j'ai un ami qui est sorti de là comme ingénieur halieutique. Ça dit, c'est un qui font le poisson. Ils ont fait venir un enseignant d'Israël pour leur donner des cours. Il arrive, il voit le Cameroun, il apprend qu'on importe le poisson, il met les mains sur la tête. Il dit, comment vous faites pour importer du poisson au Cameroun? Je vous rappelle que tous les départements, c'est l'eau. Non seulement nous avons l'eau, mais nous avons des fleuves qui nous appartiennent complètement parce que, laissez-moi vous dire que les gens qui sont sur le Nil, par exemple, vont, mettons, entrer en guerre parce que chacun veut prélever l'eau pour lui. Or, tous nos fleuves partent de chez nous et finissent chez nous. Ça veut dire qu'on peut en faire ce qu'on veut. On a plein de rivières. On a une façade maritime de 1300 km qui est très poissonneuse. Mais nous importons le poisson à plus de 80%. Ce grand chercheur israélien qui est arrivé a dit, comment faites-vous pour importer du poisson dans ce pays, alors que nous, dans le désert israélien, nous produisons du poisson. Donc, vous voyez que nous avons un potentiel fou, mais il est laissé en jachère au profit d'investissements qui ne sont pas rentables. Voilà le problème, voilà notre problème, pour faire simple. Donc, je m'excuse, je vais devoir me déconnecter parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais ça m'a fait plaisir et je salue encore la Valise Goudjo, je salue Abdoulaye Mbo et tous nos téléspectateurs à qui je dis un grand bonjour et vous-même, Manuela, à bientôt.
Vous, docteur Célestin Tchakounte, merci d'avoir été avec nous et d'avoir partagé justement votre analyse sur la thématique. Et de toutes les façons, nous sommes également presque à la fin. En tout cas, merci. On vous souhaite bonne suite dans vos activités. On va faire aussi un tour du côté du standard. On va essayer de prendre quelques réactions. Bon, on verra bien en fonction du temps qui nous reste. On a déjà quand même M. Amonré qui nous appelle depuis les États-Unis. Bienvenue, monsieur, on vous écoute. Merci, Madame Manuela Piquet, Amandré depuis les États-Unis. Je voudrais saluer tous vos invités, notamment le docteur Tavares Goudou. Et je viens de prendre l'émission en marche et j'ai pu écouter l'intervention de votre invité, je crois, des États-Unis, le docteur Tchakounte. Alors, c'est sur, en réalité, son intervention que je vais réagir. Alors, nous sommes en train de parler du sommet Chine-Afrique. Mais il faut savoir que les sommets se multiplient, je vais le dire, mais en réalité, rien n'y sort. Un peu comme l'a expliqué le docteur Tchakounte. Si on doit réellement avoir un sommet qui doit donner quelque chose de positif, ce genre de sommet, de rencontre ne peut pas dépasser 2 ou 3. Donc, si ces sommets se multiplient, il faut savoir qu'en réalité, rien de grand ne se fait. Alors, le docteur a parlé, a évoqué notamment les problèmes. Le fait que les Africains vont à ce genre de sommets-là en rang dispersé, le fait que les gens viennent en Afrique poser des projets, et en même temps le financement et autres. Donc, le docteur Tchakounte a appelé au fait que les Africains doivent faire quoi? Doivent essayer de tout faire pour avoir non pas les transferts de technologie, comme il a dit que ça ne se fait pas, mais on doit avoir le fait que ces Africains-là, en grippe, volent les technologies chinoises et autres. Mais en réalité, moi, je ne parlerai pas de vol en réalité, docteur. C'est-à-dire, et il a expliqué, c'est ce que les Chinois ont fait. Il a donné l'exemple des Chinois. Moi, ici aux États-Unis, il est vrai, j'ai fini mes études, mais on voit des étudiants chinois ici. Ils continuent d'être ici. Quand vous les voyez, vous pensez qu'ils sont de simples étudiants, comme l'a dit le docteur, mais ils sont en grippe des espions de leur pays. N'est-ce pas? Alors, tous ces problèmes que le docteur évoque ne peuvent être réalisés ou bien réalisables que quand on a fini de régler le problème de souveraineté de nos États. C'est-à-dire, à la tête de nos États, là, est-ce qu'on a des leaders, je ne dis pas des dirigeants, mais est-ce qu'on a des leaders qui sont suffisamment éclairés et visionnaires pour faire quoi? Pour dépasser les problèmes internes à leur pays et donc se projeter à l'extérieur. Parce que ce que explique le docteur, c'est un leader, des leaders qui peuvent faire ce genre de choses ne sont pas des leaders qui sont embourbés encore dans des problèmes internes à leur pays. Donc il faut que ces leaders-là puissent dépasser les problèmes internes de leur pays et se projeter donc dans une vision extérieure. Donc c'est tout cela qui peut amener les pays africains à s'en sortir. Alors quand il a évoqué le problème de financement des projets, on n'a pas besoin, dans des pays comme le Cameroun, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et autres, d'avoir une industrie qui produit des avions ou bien une industrie sidérurgique et autres avant de commencer à faire le développement. Déjà là, les petits projets, n'est-ce pas, qui permettront par exemple, les pays comme le Cameroun, d'avoir une autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire des projets en matière de production de lait, de viande et autres. Ces projets-là peuvent déjà commencer par être financés pour débuter ce qu'on appelle un semblant d'industrie locale. Et pour faire ce projet-là, on n'a pas besoin forcément d'un financement extérieur. D'où le problème de la maîtrise de sa propre monnaie du CFA qui se pose. Quand le Cameroun, par exemple, veut financer un projet de 1 milliard pour 2 ou 3 individus qui veulent s'investir dans le domaine de l'industrie laitière. Mais ceux-là ont besoin de quoi? Est-ce que ceux-là ont besoin d'euros ou de dollars avant de commencer le projet? Non! Puisqu'il y a des produits ou bien il y a des intrants à l'intérieur du Cameroun que ceux-là peuvent acheter, mais avec quoi? Avec une monnaie locale, d'où le CFA. Donc, il y a de ces petits pas-là qu'on doit d'abord faire avant de se projeter sur le plan international et donc conquérir les marchés. Donc, tant qu'on a encore des dirigeants dans nos pays qui n'ont pas encore cette vision-là, qui pour eux, tout ce qui se passe là, c'est de tout faire pour rester au pouvoir, mais absolument rien ne bouge. Ils s'en foutent de ce qui va se passer ou non. Donc, tant qu'on a ces dirigeants-là, on ne peut pas avoir la tête bien posée pour réfléchir à ces problèmes vraiment importants pour nos pays.
Donc, sincèrement, j'appelle, comme l'a dit le docteur, non, et en tout cas, bon, pas appeler, mais nous sommes en train de vivre actuellement, il faut le connaître, un changement de génération à la tête de nos pays. Donc, il nous reste seulement quelques temps pour que cette classe de dirigeants qui sont, je dirais, nonchalants et autres puissent passer pour qu'on ait enfin à la tête de nos États africains des dirigeants éclairés, visionnaires, pour donc conquérir le marché international qui nous tend le bras et qui nous ouvre le bras. Merci beaucoup. À mon oreille. Merci beaucoup d'être passé par ici. On va prendre un dernier appelant. Madame Cissé depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Allô? Allô, Madame Cissé. Bonsoir, Manuela Cité. Bonsoir, Dabaye. Bonsoir, docteur. Voilà encore une autre sommet. Voilà, les Africains, ils s'invitent. Alors que, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont chercher à ces sommets France-Afrique, sommet États-Unis-Afrique, sommet Russie-Afrique. Et enfin, voilà encore sommet Chine-Afrique. Et chaque fois, c'est les Africains. Et je me pose la question, la problématique qui est là, c'est est-ce que les Africains ont envie de se développer? Est-ce que les Africains veulent le développement? Vous pensez que c'est un pays qui va faire votre développement? C'est un pays qui va vous donner tout ce qu'il faut pour être, pour être développé? Non, je ne crois pas. Comme le prédécesseur l'a dit, il faut des leaders quand même sérieux à la tête de nos pays. Des leaders sérieux. Vous ne pouvez pas diriger un pays dans lequel vous avez toutes les richesses. Vous êtes même vous-même des miracles. Vous êtes des pays, vos pays sont des miracles, sont des catastrophes économiques. Et vous allez là où il y a la sécheresse dans le désert pour demander de l'argent, pour demander de l'aide. Est-ce que c'est sérieux ça? Est-ce que c'est sérieux? Et depuis, on participe à ces sommets-là, la montagne accouche d'une souris. Mais quand est-ce qu'ils vont comprendre que c'est en leur propre sein, dans leur propre territoire, qu'ils doivent valoriser certaines richesses, mettre en disant certaines richesses? Je me dis encore que, je me pose la question de savoir, est-ce que nos pays africains veulent le développement? Je vais pour preuve la Côte d'Ivoire. Nous sommes un pays, on n'est pas, je sais pas, plus de 1000 tonnes de choses, de riz par an. Vous verrez sur tous les marchés en Côte d'Ivoire, le riz. C'est vrai que c'est bien consommé ici, mais pourquoi ne pas produire le riz en Côte d'Ivoire? Il y a la terre, l'environnement est favorable, le sous-sol est favorable, mais pourquoi on préfère laisser ça et importer le riz à coût de milliards? Ça fait l'affaire de qui cette importation de riz? Vous pensez que des gens comme ça, ils ont envie de se développer? On va beau faire les forums Chine-Afrique, les forums, mais ça ne regarde personne. Vous avez vu le dernier sommet sur la COP 21. Vous avez vu la délégation zimbabwéenne avec des chariots remplis de vin. Voilà ce à quoi nos dirigeants prennent plaisir. Ils prennent plaisir, pourtant les populations sont en train de mourir. Le chômage, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi. On ne peut pas se soigner. On ne peut pas manger, les populations meurent de faim. Mais on est encore dans les sommets. 60 ans après, ils n'ont pas encore trouvé ce qu'il faut pour eux. 60 ans après, les Africains n'ont pas encore trouvé ce qu'il faut pour eux. Mais comment on explique ça? Est-ce que c'est pas la sorcellerie ou alors c'est pas la bêtise? Si c'est pas la bêtise, c'est la sorcellerie. Qu'est-ce qu'il vous faut? Vous avez la pluie, vous avez vous ne pouvez pas vous organiser. Créer les cultures qu'il faut, mettre en place les PME qu'il faut, les matières premières, café, cacao, mettre en place les matières premières qu'il faut, les entreprises qu'il faut. Non, mais je me demande, la problématique c'est est-ce que les Africains veulent le développement? Merci, Manuela Cité.
Bonne soirée de votre côté en Côte d'Ivoire. On revient sur le plateau. On va aussi essayer de conclure avant peut-être de vous retrouver. Abdoulaye Mbow, d'Alvarez Goudjou, un autre point aussi tout aussi essentiel. Le soutien de la Chine a été donc sollicité dans le cadre du problème de l'insécurité du côté du Sahel. On n'a pas souvent justement cette image-là de la Chine. Est-ce que c'est possible d'envisager une présence militaire chinoise au Sahel? Ça dépend de la forme où on peut avoir le soutien de la Chine. C'est vrai que le président sénégalais qui préside le sommet a demandé un soutien effectif de la Chine dans le Sahel. Et nous pensons qu'en réalité, ce n'est que normal que les États du Sahel qui sont confrontés à une crise de sécurité importante puissent bénéficier de l'aide de la Chine. D'autant plus, comme on le voit par exemple en Éthiopie que j'ai évoqué un peu plus haut, avec la crise de Tigré, la Chine a beaucoup investi en Éthiopie et tant qu'elle ne participe pas à pouvoir sécuriser la nation, ces investissements sont mis en marche parce que nous savons qu'on ne peut avoir une réelle prospérité économique dans un contexte où il y a une certaine sécurité. Donc, d'abord pour sécuriser les investissements économiques de la Chine en Afrique, c'est important que la Chine puisse participer à sécuriser la zone. Maintenant, le deuxième volet qui est encore plus important pour la Chine, c'est ça rentre dans les grandes stratégies de la Chine, puisque le docteur Lengi a dit quelque chose d'important. En réalité, nous on pense sur le court terme, mais les Chinois pensent sur le très long terme. Le projet qui sont en train de l'aboutissement, je crois que ça va être en 2049, c'est un projet qui date de 100 ans pour la route de la soie. Et pour cela, dans les axes stratégiques de la Chine impose toujours une Chine de système. Donc, et par rapport à cela, nous savons que les grandes puissances occidentales veulent à tout prix créer une zone d'insécurité dans le Xinjiang avec les Ouïghours. Et ces Ouïghours-là sont en train d'être formés, sont en train d'être utilisés en Syrie en réalité. Parce qu'on aimerait que quand ils vont être utilisés en Syrie, ils ont un retour d'expérience. Les Ouïghours, pour la plupart, c'est les musulmans en fait du nord-est de la Chine. Quand ils ont une expérience en Syrie, ils rentreront dans le Xinjiang combattre l'État chinois. Et par rapport à cela, la Chine, c'est vrai que ce n'est pas officiel de manière officieuse, a envoyé beaucoup d'éléments des forces spéciales chinoises combattre en Syrie, à côté de l'Iran, du Hezbollah libanais, des troupes russes et des troupes syriennes pour tuer, comme on dit, le poussin dans l'œuf. Parce qu'en réalité, il ne faut pas laisser prospérer ces terroristes, entre guillemets, du Sichuan, des Ouïghours qui vont rentrer en Chine, pouvoir participer à semer le chaos en Chine. Et dans ce même ordre d'idée, là, nous sommes dans les axes stratégiques, dans les autres stratégies. Nous savons que les puissances occidentales, notamment quand elles sont rendues compte qu'elles ont perdu la Syrie, mais qu'il fallait à tout prix donner le travail aux terroristes qu'elles ont formés, parce qu'en réalité, si elles ne sont pas occupées, elles peuvent se retourner contre les personnes qui l'ont formé. Beaucoup d'éléments terroristes qui étaient en train de combattre dans le Moyen-Orient, notamment en Syrie, ont été transportés par les avions, ont été déversés dans le nord de la Libye. Et ces mêmes éléments participent à créer un chaos dans la zone sahélienne qui va nous imposer, notamment nous, États de la zone sahélienne, nous, États africains, à demander une aide, comme on a demandé au Mali, c'est-à-dire de demander l'aide occidentale pour venir lutter contre les terroristes. Donc je dis que sur cet aspect-là, la Chine, c'est une question de vie ou de mort pour la Chine. Parce que c'est l'élément principal. Les gars, ils ont tout fait, ils ont utilisé Taïwan pour détruire la Chine. La Chine, tout récemment, vraiment, sort les muscles vraiment de manière très très forte contre Taïwan. Mais ils sont en train d'utiliser les Ouïghours, puisqu'on voit que les camps qui sont en Chine, où on essaye d'inculquer les valeurs chinoises aux musulmans, certains dans l'Occident estiment que ce sont les camps de concentration, on oblige les Ouïghours à effectuer les travaux, c'est pas quoi, les travaux forcés, ce qui n'est pas conforme à la réalité. Donc pour dire que sur deux aspects, d'abord sur le côté économique, c'est important que l'État chinois puisse apporter son soutien aux Africains, parce qu'il faut bien sécuriser les investissements chinois, mais sur l'aspect géostratégique, la Chine a vraiment besoin de cela, parce qu'en réalité, les éléments terroristes qui sont en train d'utiliser, qui ont été utilisés au Moyen-Orient pour détruire la Syrie, sont en perte de vitesse
Et les Occidentaux, pour certains, les utilisent encore en Afrique. Ce sont eux qui sèment le terreau là. Ce n'est pas des rebelles qui ne parviennent à rien faire. Ce sont ces mêmes éléments qui ont un retour d'expérience. Et c'est très très dangereux. Ça, c'est une stratégie que les Américains impliquent beaucoup. C'est très très dangereux de laisser que la guerre se passe chez soi. C'est mieux de faire la guerre chez l'ennemi. C'est-à-dire on le neutralise avant qu'il ne rentre chez soi. Maintenant, quand vous posez la question de l'effectivité de la présence des troupes chinoises, j'ai dit que l'aide, ça peut être une présence des troupes, comme ça peut ne pas être une présence des troupes. On peut avoir l'aide. Moi, je pense que la meilleure aide qu'on puisse avoir, c'est l'aide logistique pour nous, Africains. Oui. On a des hommes. Si nous avons le matériel militaire, si nous avons le matériel de guerre, on a une bonne formation pour nos hommes. Ils peuvent mieux nous défendre. Comme je le dis toujours, ce n'est que nous-mêmes qui pouvons mieux nous défendre. C'est-à-dire, un Camerounais, un Sénégalais, un Malien est plus apte à donner le meilleur de lui pour sa nation qu'un Chinois. Si vous et moi, Manuel, on nous envoie un Chinois en Corée défendre les intérêts chinois, et on se demande pourquoi je vais mourir pour des choses, alors qu'il y a ma maman au Cameroun qui fait le ndolé ou qui fait le coquille, c'est pas quoi, le taro. Moi, je préfère encore mourir pour les gens chez moi. En fait, ça, c'est un élément qui est à l'intérieur de l'homme. Donc, nous sommes plus aptes, nous, en tant qu'Africains, à défendre mieux nos intérêts que de dire à d'autres personnes de venir nous défendre. Si les gens peuvent nous prêter main forte, en nous donnant la logistique et le matériel qu'il faut pour cela, ce serait les bienvenus. Merci à vous, Dalvaris Goudjou. Je pense qu'on va quand même donner une minute à M. Abdoulaye Boy, justement, peut-être pour sortir votre mot de fin, Abdoulaye Boy. Monsieur Abdoulaye, votre micro. Donc, voilà, merci. Donc, je disais que je partageais largement l'avis du docteur Dalvaris, et parce qu'en réalité, et par rapport surtout à l'aspect sécuritaire, nous avons pas mal justement de choses à faire, et par rapport à que nous ne puissions pas avoir en tout cas une armée qui irait dans le sens de mieux combattre justement la présence terroriste en Afrique de l'Ouest. La force Barkhane, avant de rejoindre justement le camp de Gao, a rencontré énormément de difficultés entre le Burkina et le Niger. Aujourd'hui, les Maliens sont en train, en tout cas, de soutenir la junte avec Assimi Goïta et veulent une présence russe justement au Mali. Est-ce qu'en réalité, nous devons continuer dans ce sens-là? Quand nous sommes capables de détourner 138 milliards justement de dollars en prenant le cas ou l'exemple de la République démocratique du Congo avec le président Tshisekedi, quand nous sommes capables de détourner des centaines de milliards véritablement de vivre ce niveau d'enrichissement illicite exponentiel, c'est qu'en réalité, nous n'avons pas encore les dirigeants qu'il nous faut justement pour développer notre continent. Désolé de le dire, nous sommes tous africains, mais des présidents qui veulent rester au pouvoir ad vitam aeternam, autrement dit jusqu'à la mort, ça ne se passe pratiquement que chez nous. Quand le système n'est pas démocratique, quand la démocratie électorale n'est pas transparente, quand nous sommes dans des calculs politiciens, dans des subterfuges, tant que nous serons dans le clientélisme et le népotisme, je crois bien qu'il nous sera très difficile, même si les anges tombaient du ciel pour nous aider justement à développer notre continent, nous serons toujours très en retard. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de souffle. Fort heureusement, il y a une jeunesse africaine aujourd'hui réveillée et éveillée, bien conscientisée, et surtout ceux-là qui sont dans la diaspora, qui commencent justement à comprendre et mieux comprendre les enjeux. Je crois bien qu'ensemble, nous pouvons lutter pour aller dans le sens d'avoir des espaces communautaires beaucoup plus réfléchis, parce qu'au Sénégal, nous vendons notre poisson justement à l'Union européenne, alors que nous pouvions avoir des bateaux qui battraient pavillon UEMOA ou CEDEAO, qui exploiteraient le poisson dans les eaux justement de l'Afrique de l'Ouest et que nous vendrions ensemble justement à l'Union européenne. Mais comme vous le savez, nous avons des préfets de la France dans plusieurs pays en Afrique, et c'est fort dommage pour le continent parce que nous aurons beau mettre des centaines de milliards d'investissements, nous n'atteindrons jamais le développement, surtout que ces dépenses sont des dépenses jugées sommetières et non pas des dépenses pour aller dans le sens justement d'un développement harmonieux du Sénégal, du continent africain, permettre justement aux jeunes de pouvoir mieux vivre et de mieux vivre chez eux. D'avoir été avec nous, d'avoir partagé ce plateau avec nous. Merci également à Dalvaris Goudjou et bien sûr au docteur Célestin
Tchakounté. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis de bout en bout dans cette autre édition d'Appel sur le continent sur Afrique Média. Portez-vous bien. Rendez-vous demain à la même heure.